Bonjour à tous, c'était une des promesses du candidat Macron. Le reste à charge zéro, en clair, la prise en charge en totalité de certaines prestations santé remboursées par les assurances complémentaires. Cette réforme est censée entrer en vigueur par étapes entre 2019 et 2021. Les mutuelles qui ont été reçues par Emmanuel Macron au mois de décembre se sont engagées à ne pas augmenter leurs tarifs. Et pour autant, le budget des Français est grévé de plus en plus chaque année par ces assurances complémentaires. Va-t-on dès lors vers une protection à plusieurs vitesses en fonction du revenu de chacun? Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Joël Tesson, bonjour. Bonjour, chef d'entreprise. Joseph Touvenel à vos côtés, vice-président de la CFTC. Comment allez-vous, Joseph? Très bien, bonjour à tous les deux. Est-ce que vous êtes, messieurs, comme plus de la moitié des Français qui trouvent que les complémentaires sanitaires sont trop chers en France? Santé plutôt. Je ne répondrai pas à cette question. Ah, ça commence parce que mal. Ça ne peut être cher qu'en regard des garanties que l'on obtient, s'agissant d'une complémentaire qui est une vraie assurance. Et il convient d'ailleurs de faire la différence, parce que les gens ne comprennent pas toujours la différence entre le remboursement par la sécurité sociale et le remboursement par une complémentaire. La grande différence, en dehors autrefois, c'était le caractère obligatoire de la cotisation à la sécurité sociale, alors que la complémentaire n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. C'est la loi dont vous parliez tout à l'heure, la mesure Macron. Mais la différence essentielle pour moi, c'est que la cotisation sécurité sociale est proportionnelle à comme assiette les revenus. Alors que la complémentaire ne dépend que de l'âge de l'assuré et des garanties qu'il veut obtenir. Donc finalement, le tarif est cher en regard des garanties qu'on obtient. Si je veux me faire rembourser très généreusement mes lunettes, je vais cotiser plus, c'est normal. C'est comme pour l'assurance de la voiture. On paye en fonction du risque que l'on veut couvrir. On peut mettre en place ou accepter une franchise, auquel cas on paye moins cher. Mais pour la complémentaire santé, c'est exactement la même chose. Donc en fait, cette question du coût, elle est surtout à rapporter au coût de la santé, mais au coût de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est vrai pour l'ensemble de notre système de protection sociale en France, je rappelle que ça nous coûte 750 milliards, mais ça veut dire qu'il y a 750 milliards de prélèvements obligatoires de ce fait, avec la complémentaire santé, mais il y a 750 milliards de dépenses, un peu moins parce qu'il y a des coûts de gestion, mais l'essentiel est redistribué à ceux qui cotisent et à leurs ayants droit et aux retraités, etc. Donc vous trouvez que c'est plutôt juste, c'est plutôt équitable, c'est peut-être pas le terme, hein, mais en tout cas c'est juste au vu du service rendu. Mais encore faut-il qu'on ait défini ce que l'on voulait comme service rendu, c'est-à-dire dans quelle société on veut vivre, quelle couverture on veut avoir, quelle liberté on veut laisser aux citoyens. Ce que j'entends aujourd'hui, ce que vous dites, c'est plus on paye et mieux on est couvert. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? D'abord, ça a toujours existé. On ne peut pas dire qu'il y a eu à une époque, avec une santé, une seule vitesse, ceux qui ont plus d'argent, tant mieux pour eux, ont des moyens pour avoir de meilleurs soins, de changer 3 fois de paire de lunettes dans l'année si ça leur chante, parce que s'ils peuvent payer, ils payent, et après tout, c'est leur liberté. Le problème, c'est qu'on est passé d'un système de sécurité sociale qui, normalement, couvrait tout le monde, et petit à petit, on s'aperçoit que la couverture a tendance quand même à diminuer, et ça bascule sur les mutuelles. Il y a quand même une fiction à nous dire. On va donner aux mutuelles un certain nombre de missions et de charges, mais elles ne vont pas augmenter leurs tarifs. Je comprends le déficit du budget de l'État. Si les plus hautes autorités de l'État sont capables de nous dire « on vous donne des charges en plus, mais de toute façon, ça n'augmente pas », je n'y crois pas une seconde. C'est de la fiction. Maintenant, il faut voir, c'est ce que disait très bien Jean-Eudes, pour les mutuelles, quels services elles rendent. Je suis remboursé pour telle maladie, pour telle prestation, comment, quelle est ma couverture? Et c'est là qu'il peut y avoir des différences. Mais les deux vitesses existent déjà. Il y a quand même un problème en France. Il y a des gens, il y a des Français qui vont reporter ou même ne pas se doter de soins, je pense notamment aux soins dentaires ou aux lunettes, parce qu'ils n'ont pas les moyens en France de s'acheter une paire de lunettes. Alors c'est moins vrai depuis que la complémentaire est obligatoire. Mais il y a des gens qui ne rentrent pas dans ce champ de l'obligation et pour lesquels, effectivement, ça pose des problèmes. Simplement, je voudrais me permettre
de corriger légèrement ce qu'a dit Joseph. Quand il parle de mutuelles, en réalité, il vaut mieux parler de complémentaires, et les complémentaires sont proposés soit par des mutuelles, soit par des assureurs privés, genre AXA ou Generali ou d'autres. Donc en réalité, parlons. Je pense que quand tu parles, absolument. Je pensais au monde mutualiste Oui. parce que je veux coller à ce que dit l'État. Oui. Les mutuelles normalement ne font pas de bénéfices en théorie. Oui. Oui. Alors que les assurances... Alors que les assurances, c'est le secteur privé. faire. Et donc, qu'on vienne m'expliquer comment des gens qui sont censés vivre en faisant des bénéfices vont refuser d'en faire parce que... Mais c'est comme pour les banques. Hein. Les banques mutualistes sont tenues de faire des bénéfices, comme Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque Populaire, etc. Par contre, les banques strictement privées, enfin, les banques privées ont les mêmes... les deux systèmes de détention du capital, parce que si on peut parler de capital pour les mutuelles, sont différents, mais les objectifs, les nécessités économiques sont les mêmes. La réforme du zéro reste à charge, vous trouvez que c'est une bonne réforme, que c'est une réforme... on parlait des nécessaires coûts de certains services. Je pense qu'il y a des soins essentiels, que tout ce qui est la dentition, les lunettes, effectivement, c'était insuffisamment remboursé. Ça posait des gros problèmes à beaucoup de gens qui renonçaient ou retardaient des soins, du coup notamment pour les soins dentaires ou même pour la vue, les choses s'aggravaient et que un reste à charge zéro, encore faut-il le cadrer pour éviter les excès, sur ces domaines essentiels, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut savoir qu'un reste à charge zéro, il y a bien quelqu'un qui paye quelque part. Il faut avoir le courage de le dire, ça se paye. C'est-à-dire que s'appelle la solidarité, ça. Oui, mais qu'on le dise, qu'on nous fasse, essaye pas de nous faire croire que justement tout d'un coup il y a une gratuité qui sort. Voilà, je crois au miracle, mais peu dans les crises économiques. Le reste à charge zéro peut avoir des inconvénients, c'est que ça peut déresponsabiliser le patient. La personne qui en bénéficie. Parce que finalement, si ça ne me coûte absolument rien, je ne regarde pas la dépense. Si ça me coûte un petit peu, je peux être plus regardant. On imagine qu'il y a des conditions quand même. Mais néanmoins, oui. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui, si elles n'avaient pas ce reste à charge à zéro, ne pourraient pas se soigner correctement. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'en France, on est dans un pays quand même extrêmement privilégié de ce point de vue-là. Je ne parle pas de pays nordiques où les couvertures sont bonnes, mais si on regarde la situation aux États-Unis, c'est dramatique. Et on ne mesure pas la chance que nous avons. Alors on peut après... le coût des soins, c'est vrai. Ouais, mais après on peut comparer les prélèvements obligatoires selon les pays, mais ce qui est servi n'est pas du même ordre non plus. Vous parlez tout à l'heure, Jean-Eudes, du fait qu'en France, aujourd'hui, ces complémentaires, puisqu'on les appelle comme ça, sont quasi obligatoires. Peu de Français n'ont pas cette obligation d'adhérer à une mutuelle. Mais les 50% de ces complémentaires sont des complémentaires d'entreprise, fournis par l'entreprise. Alors, aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises, c'est obligatoire. Dès que vous avez un salarié, vous avez l'obligation de lui proposer une avec la cotisation payée à mutuelle. 50% par l'entreprise, au moins. Et le salarié a l'obligation d'accepter cette mutuelle ou il peut refuser? Alors, ça dépend de son antériorité, des conditions dans lesquelles ça a été négocié. Si c'est une décision unilatérale de l'employeur et que ça implique une part de cotisation à la charge du salarié, le salarié peut la refuser, c'est bien ça, Joseph. Si ça fait l'objet d'une négociation au sein de l'entreprise, là, s'il y a un caractère obligatoire, le salarié ne peut pas le refuser. Sauf, ça ajoute à la complexité toujours, si il est déjà assuré par ailleurs, si son conjoint est assuré, etc. Voilà. En fait, il y a une petite liste de restrictions. Donc ces mutuelles, ces assurances complémentaires, ces complémentaires, elles sont 50% de la charge des entreprises. Ça coûte cher dans un budget, pour une entreprise. Quels sont les avantages et les inconvénients d'assurer un salarié? Ça coûte au moins 50% du coût de la complémentaire. Alors, ça doit être... c'est chiffré en moyenne, c'est 100 €, non? Quelque chose comme ça. Ça dépend tellement. Non, mais en moyenne, c'est de l'ordre de 100 € par mois, par salarié. Voilà, donc. Ce qui est quand même pas donné. Mais en même temps, pour une entreprise, quel est l'avantage d'avoir des salariés qui soient couverts par une mutuelle? D'abord, c'est obligatoire. Bon, donc la loi, c'est la loi. La semaine dernière, on a fait une émission sur l'augmentation des pages, du nombre de pages de Code du travail. Jean-Eudes vient aussi de nous expliquer pourquoi il y avait plus de pages, parce qu'il y a une mesure qui a été prise relativement récemment avec toute une gamme d'exceptions.
Alors si on la supprime, on supprime aussi les complémentaires pour l'ensemble des salariés. Voilà. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Qui est les complémentaires? Oui, parce que les soins de santé, l'intérêt pour l'entreprise, au-delà de l'obligation, c'est quand même d'avoir des salariés en bonne santé. Ce sont les salariés plus productifs, c'est mieux pour l'ensemble de la collectivité. Donc il faut avoir aussi ce regard. Là, Sachant qu'il y a un point, moi je trouve, qui est essentiel et qui a été oublié par le législateur, on parle des soins, je vais parler de la prévoyance. La prévoyance, ça couvre les risques de décès ou d'invalidité. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a des responsabilités familiales, qui est salarié, qui décède pour x, y raison. Si vous avez un système de prévoyance, ses ayants droit vont être couverts. Par exemple, ses enfants vont pouvoir percevoir une rente éducation. S'il n'y a pas ce système, eh bien, on peut avoir des enfants qui se retrouvent, des familles qui se retrouvent. Je trouve que là, il y aurait une obligation parce que le nombre de cas, c'est peu. Et donc, s'il y a une petite cotisation sur l'ensemble, c'est une petite cotisation qui couvre quand même des risques essentiels. Si vous êtes en chaise roulante et que vous ne pouvez plus travailler, eh bien, que vous soyez couvert et que vos ayants droit soient couverts, ça c'est quand même une bonne chose. C'est aussi une différenciation dans le recrutement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui paye un peu plus cher sa mutuelle peut le faire valoir lorsqu'elle recrute des salariés en disant « Regardez les avantages que je vous apporte en plus par rapport à ce que font d'autres ». Mais curieusement, quand les salariés posent des questions, ils sont s'intéresser à la complémentaire et ils posent rarement des questions sur la prévoyance, c'est-à-dire le risque de capital, le capital décès, par exemple. En fait, on a l'impression que ça ne les concerne pas. Hein. La maladie, oui, mais le décès, non, c'est pas pour moi. C'est pas tout de suite. Non, mais, ou l'invalidité. Ou l'invalidité. Mais pourtant, ça fait partie des risques de la vie. Et ça serait le rôle aussi de l'entreprise de prévenir ça, enfin d'en parler aussi, non? Peut-être si le régime des prévoyances auquel elle adhère est justement on a intéressant. Aussi un volet prévoyance. Oui, ça peut faire partie aussi de l'attractivité d'une branche ou d'une entreprise. Mais ça, c'est pas obligatoire. Et pourtant, moi, j'ai eu dans mon entreprise où je l'avais fait mettre en place. Ça n'existait pas. On l'a fait mettre en place. Et puis, 3 ans plus tard, il y a un père de famille qui a eu une opération qui s'est mal passée. Il est resté quasiment paralysé jusqu'à la fin de ses jours. C'est un homme qui avait 45 ans à l'époque. Il avait 5 enfants. Eh bien, au départ, il n'a pas vu du tout l'intérêt. C'était un cadre très supérieur. Qu'est-ce que faisaient les syndicats qui ne servaient à rien? Et il est quand même venu me remercier en me disant « Heureusement que tu as fait passer cette mesure, parce qu'aujourd'hui, comment vivrait ma famille et mes 5 enfants? Parce que je ne peux plus travailler. » Et on revient quand même à la question des moyens. C'est qu'encore aujourd'hui, on est couvert en fonction des moyens qu'on peut mettre chaque mois dans ces complémentaires santé. Merci à tous les deux. On en a pour notre argent. On en a pour notre argent. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu de votre bouche à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir apporté votre éclairage sur cette question des mutuelles d'entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.